Sous un ciel parsemé de pétales tombants, une magnifique cathédrale blanche aux flèches turquoises se dresse comme un phare d'espoir. Une foule joyeuse célèbre la sauveuse prophétisée de l'Empire. La femme blonde se révèle être Sainte Béatrice de l'Oracle, celle choisie par Dieu. Dans la foule, deux femmes discutent de leur espoir que Béatrice utilise son pouvoir pour arrêter la catastrophe imminente et faire revivre l'impériale Kairix. Béatrice se souvient des grands efforts déployés par ses parents, le duc et la duchesse de Cumbel, pour assurer sa position de princesse héritière. Seule sur un balcon, elle médite sur un dangereux secret. Personne ne l'a jamais vue utiliser son pouvoir sacré, pourtant elle est protégée par le temple. Des chevaliers en armure montent la garde tandis que quelqu'un exprime sa foi inébranlable, croyant qu'il doit y avoir une raison pour laquelle Sainte Béatrice n'a pas encore révélé son pouvoir. Sainte Béatrice se tient résolue et sereine, une image de grâce divine visible par tous. Perdue dans ses pensées, elle contemple silencieusement son titre, une sainte. Un flashback révèle la prophétie de l'oracle. Une sainte apparaîtra pour faire revivre l'Empire et utilisera son pouvoir sacré pour prévenir les catastrophes. La narration de Béatrice révèle la vérité, bien qu'elle ait été choisie, elle ne pouvait pas utiliser son pouvoir sacré, un secret que son père a dissimulé en la faisant enfermer par le grand prêtre dans le temple. Terrifiée et éclaboussée de sang, elle craint que si son secret est révélé, tout le monde l'abandonnera. Une dernière pensée révèle l'espoir désespéré qu'en devenant une sainte parfaite, son pouvoir sacré dormant pourrait enfin s'épanouir. Une nonne interpelle Béatrice, l'exhortant à rentrer et se reposer après avoir prié tard dans la nuit, mais Béatrice insiste sur le fait que c'est son devoir de continuer. Béatrice se retourne avec un sourire douloureux mais parfait, dissimulant son épuisement et son anxiété. Une nonne s'approche avec une annonce importante, une lettre est arrivée pour la sainte. La nonne présente formellement la lettre scellée à une Béatrice surprise. Béatrice est choquée de voir que la lettre vient de son père, le duc, et remarque que c'est la première fois qu'il lui en envoie une. Submergée par l'émotion, elle réalise que son père ne lui a pas écrit depuis 10 longues années. La lettre l'appelle Lys, la convoquant d'urgence à la résidence du duc, pour une affaire importante qu'il a déjà réglée avec le grand prêtre. Le visage de Béatrice s'illumine d'une joie pure et inaltérée. Béatrice informe deux nonnes qu'elle doit se rendre à la résidence du duc, elles sont ravies pour elle, sachant à quel point sa maison lui a manqué. Les nonnes taquinent Béatrice à propos de son visage rougi et elle réagit avec un embarras confus. Alors que Béatrice est prête, les nonnes la pressent de se dépêcher, lui disant que ce n'est pas le moment de s'apprêter. Un grand carrosse orné s'arrête devant les portes d'un immense et majestueux manoir. Une femme de chambre en uniforme noir et blanc s'incline respectueusement, accueillant Lady Lys. Désormais vêtue d'une jolie robe bleue, Béatrice demande anxieusement après son père. Béatrice marche seule sur une terrasse de pierre ensoleillée, une expression sombre sur le visage. Le silence la trouble, notant que même si elle n'attendait pas un accueil chaleureux, le calme est étrange. Entendant un rire, elle jette un œil prudent derrière un pilier de pierre, pour voir de qui il s'agit. Elle voit son père sourire chaleureusement, tandis que lui et son frère aux cheveux blonds posent une couronne de fleurs sur une petite fille aux cheveux noirs. Béatrice est stupéfaite, pensant qu'elle n'a jamais vu son père sourire ainsi auparavant. Un souvenir lui vient à l'esprit, celui de son père strict et froid, qui n'a jamais adressé un seul sourire ni à elle, ni à quiconque. Observant le trio joyeux à distance, elle se demande qui est l'enfant mystérieux. La jeune fille aux cheveux noirs d'obsidienne et à la couronne de fleurs lève les yeux, révélant des yeux rouges saisissants. Béatrice tressaille, surprise par la vue de la jeune fille étrange. La jeune fille aux cheveux noirs court vers Béatrice, se présentant joyeusement et l'appelant sœur Béatrice. La jeune fille, avec un air malicieux, attrape le bras de Béatrice, la laissant tendue et confuse. Soudain, la jeune fille pousse un cri, en trébuchant et en tombant au sol. Son frère crie Lina avec alarme, tandis que Béatrice recule sous le choc de l'événement soudain. Le père se précipite au chevet de Lina, tandis que le frère accuse Béatrice. Bégayant, Béatrice insiste n'avoir rien fait en s'adressant à son frère. Son père se retourne brusquement, le visage déformé par la fureur alors qu'il hurle son nom. Il la fusille du regard, enragé qu'elle cause des problèmes le premier jour de son retour à la maison après une décennie. Sa fureur silencieuse continue, tandis qu'il l'accuse d'avoir harcelé un étranger. Béatrice tente désespérément d'expliquer que c'était un accident, mais son père la coupe furieusement, hurlant qu'il n'a pas besoin de ses excuses et qu'elle n'a jamais rien fait de bien. « Je ne veux rien entendre », rugit-il, la saisissant par l'épaule et l'accusant d'avoir été renvoyée du temple pour cette même raison. Abasourdie,
Béatrice demande ce qu'il veut dire, lui rappelant qu'il l'a appelée à la maison, mais son frère dit à leur père d'arrêter, disant qu'elle ne sait pas encore. Son frère sourit cruellement, la narguant de ne pas comprendre que le titre de sainte est la position la plus élevée dans le temple. Béatrice serre sa poitrine avec une horreur naissante, une pensée terrifiante traversant son esprit. Est-ce du pouvoir sacré? Béatrice ressent une énergie sinistre alors qu'elle regarde la main de Lina briller, réalisant avec une angoisse écœurante que tout le monde pense que ce pouvoir est le sien. Lina feint la tristesse, prétendant que Béatrice ne l'aime pas parce qu'elle n'est qu'une humble orpheline devenant sa sœur. Les larmes aux yeux, Lina accuse Béatrice d'agir par jalousie envers le prince héritier. Alors que Béatrice s'interroge sur la mention de Kaël, son frère hurle furieusement qu'elle s'arrête. Son frère l'informe cruellement que son propre mariage a déjà été décidé, ajoutant à son choc. Un souvenir refait surface d'une jeune Béatrice demandant à quelqu'un s'il partait vraiment pour Atlanta. Dans ce souvenir, elle dit à un jeune Kaël malade qu'elle priera pour lui à Atlanta, et il lui fait promettre de revenir. Elle se souvient de leurs mains jointes alors qu'elle faisait une promesse solennelle à Kaël. De retour au présent, elle est dévastée, incapable de croire que le nouvel oracle signifie que sa promesse à Kaël est brisée. Tandis que son père lui prend le bras, il se dit qu'il doit retourner à Atlanta pour enquêter. À l'intérieur du manoir, un petit agneau blanc attend en laisse. Béatrice confronte la femme de chambre menant l'agneau, exigeant de savoir ce qu'elle fait. La femme de chambre explique que l'agneau est élevé comme une source de nourriture saine pour Lina. Choquée, Béatrice demande pourquoi Lina mange de la viande, et la femme de chambre demande innocemment s'il y a un problème. Béatrice nie rapidement tout problème, se détournant pour cacher sa réalisation soudaine. Elle se souvient du tabou sacré, une vraie sainte ne doit pas manger de viande, sinon le désastre s'abattra sur Atlanta. Déterminée, elle décide d'affronter Lina avec cette information cruciale immédiatement. Se précipitant pour la trouver, Béatrice est surprise par un bruit et appelle le nom de Lina avec surprise. Elle trouve Lina en train de tailler calmement une fleur, qui lui demande innocemment pourquoi elle a l'air si troublée. Béatrice confronte Lina, lui faisant remarquer qu'une vraie sainte ne coupe pas les fleurs, et lui rappelant la viande dans son régime, l'exhortant à plus de prudence avant le couronnement. Lina sourit avec dédain, accusant Béatrice d'être méchante simplement parce qu'elle est sa supérieure. Stupéfaite par l'accusation, Béatrice balbutie, incapable de comprendre les mots manipulateurs de Lina. L'expression de Lina devient terrifiante alors qu'elle ricane qu'une sainte déposée est bonne pour la mort, et se demande si Béatrice essaie vraiment de la donner des leçons. Terrifiée, Béatrice insiste que ce n'est pas une attaque personnelle, suppliant que briser le tabou apportera le désastre et nuira à des innocents. La scène se déplace vers un souvenir d'enfance difficile sur une montagne enneigée, rappelant la lutte au lieu de l'amour et une voix en colère criant aux autres. Dans ce souvenir, des hommes réprimandent leur chef d'avoir escaladé la montagne avec un seul chevalier, jusqu'à ce que quelqu'un aperçoive quelque chose au loin. Un cri confirme que le duc est de retour, montrant une version plus jeune et fatiguée du père de Béatrice, debout dans la neige. Le jeune duc a l'air résolu, son expression inflexible même après le périlleux voyage. Les chevaliers louent l'humilité et le sacrifice du duc, ignorant qu'une très jeune Béatrice écoute avec émerveillement. Les yeux brillants d'admiration, la jeune Béatrice s'émerveille de la profonde dévotion que le peuple voue à son père héroïque. Elle court joyeusement vers son père, l'appelant par son nom, mais il se retourne avec une expression furieuse, exigeant de savoir qui l'a amené là. Son père pense froidement à son devoir envers la réputation de la famille, tout en ordonnant à un chevalier de lui parler, brisant son esprit. Complètement anéanti par son froid rejet, le monde de la jeune Béatrice s'assombrit de désespoir. Le douloureux souvenir s'estompe alors que Béatrice, maintenant encapuchonnée et dans une calèche, arrive aux abords de la ville. Elle réfléchit à sa vie de lutte, n'étant jamais assez bien pour son père, et échouant finalement à éveiller son pouvoir sacré. Perdue dans ses pensées sombres, son attention est interrompue par quelqu'un qui crie le titre de sainte. Le commandant paladin Balt Kobel la salue avec soulagement, exprimant son inquiétude pour son retour en toute sécurité à Atlanta. Béatrice sourit chaleureusement, le remercie, et s'informe immédiatement du bien-être du temple et de ses fidèles. L'expression de Balt devient sombre alors qu'il s'excuse, luttant pour trouver les mots pour lui dire ce qui s'est passé. Il confirme qu'il est au courant du nouvel oracle et du confinement du temple, expliquant qu'il est venu entendre la vérité directement d'elle. Il déclare passionnément sa foi inébranlable en elle, refusant d'accepter qu'elle puisse être une fausse sainte. Après qu'elle ait admis n'avoir aucun pouvoir, Balt révèle une grave rumeur,
le pouvoir de la nouvelle sainte est soupçonné d'être de la magie noire. Choquée, Béatrice écoute Balt faire un parallèle avec d'anciennes fausses prétendantes, qui étaient toutes des sorcières noires, avant de lui remettre un document comme preuve. Le document contient des instructions horribles pour un rituel de magie noire impliquant sacrifice et sang. Horrifiée, Béatrice reconnaît les instructions pour un rituel de magie noire et exige de savoir pourquoi Balt lui a apporté cela. Balt révèle que les instructions accablantes venaient directement de Lina pour soutenir sa magie noire, exhortant Béatrice à l'arrêter en tant que vraie sainte. Se sentant impuissante, Béatrice se demande comment elle peut agir, mais Balt l'exhorte à écrire une nouvelle lettre dénonçant Lina, la laissant se demander si quelqu'un la croira. Balt la rassure avec une foi absolue, insistant sur le fait que les gens la croiront grâce à toutes ces années de travail acharné pour Atlanta. Ces mots résonnent profondément, promettant que sa décennie de sacrifice pour le peuple ne sera pas vaine. Émue aux larmes que son travail acharné soit reconnu, elle réaffirme sa résolution, alors que Balt lui rappelle que le couronnement de Lina n'est plus qu'à quelques jours. La scène montre sa rivale, Lina, rayonnante et triomphante dans sa tenue de couronnement complète. Balt demande à Béatrice de rester à Atlanta, se sentant soulagée de sa présence et jurant de protéger les croyants ensemble. D'un air résolu, Béatrice accepte sa requête, promettant qu'ils protégeront le peuple. La scène se déplace vers une foule furieuse sur une falaise, hurlant la mort de la meurtrière Sainte Béatrice. Vêtue pour une exécution d'un voile noir, Béatrice se tient au bord de la falaise, tandis que la foule réclame la mort de la sorcière Béatrice. Vlan. Une pierre frappe Béatrice éclaboussant de sang sa capuche sombre. Une foule en colère, menée par un garçon en pleurs, l'accuse de les avoir trompés. Un chevalier abat une épée vers une Béatrice terrifiée et ensanglantée. Jetée au sol, les mains liées, Béatrice est impuissante face à l'agression. Bâillonnée et en larmes, elle pense désespérément qu'elle ne faisait qu'essayer de les sauver. Tandis que la foule haineuse observe, elle supplie silencieusement que quelqu'un, n'importe qui, lui fasse confiance. Levant les yeux à travers ses larmes, elle voit un visage familier et pense sous le choc. « Toi ?» Une Lina horrifiée se couvre la bouche, tandis que Béatrice réalise qui est derrière sa chute. Lina feint le désespoir, tout en jubilant intérieurement que Béatrice lui ait tout pris. Un souvenir de son fiancé, Kael, un moment précieux désormais perdu. Un autre souvenir montre sa famille froide, son père et son frère. Le montage se termine avec les 10 années de sa vie qu'elle a consacrées à être une sainte. Une étincelle de fureur s'allume dans les yeux de Béatrice, alors qu'elle réalise à quel point ce monde était parfaitement préparé pour Lina. La scène change pour montrer Lina parlant avec un chevalier, suggérant qu'elle veut laisser à sa sœur le temps de se repentir, tandis que le chevalier avertit que Béatrice est une magicienne noire. Au sol et bâillonnée, Béatrice hurle frénétiquement dans son esprit à Lina de ne pas s'approcher davantage. La façade innocente de Lina s'effondre en un sourire terrifiant et éclaboussé de sang, alors qu'elle traite Béatrice d'idiote. Béatrice nie avec véhémence avoir touché à la magie noire, accusant Lina, qui lui demande sournoisement si elle la soupçonne toujours. Lina se penche, son visage déformé en un sourire terrifiant, large et malveillant. Le pouvoir crépite autour de Béatrice alors qu'elle réalise la vérité avec une décharge d'énergie. Lina rit maniaquement, se moquant que Béatrice et toute sa famille mourront, la laissant stupéfaite. Tandis que les chevaliers se précipitent vers elle, Lina demande si Béatrice pensait vraiment que sa sentence serait une simple exécution. Un chevalier s'empare de Béatrice, tandis que Lina murmure qu'elle tuera tout le monde, sa famille et les croyants, pour devenir le personnage principal. L'œil de Béatrice s'écarquille de pur choc et d'horreur devant la dépravation de la menace de Lina. Lina crie soudainement, simulant une attaque pour piéger Béatrice tandis que ses partisans se précipitent à ses côtés. Déclarant sa sœur impénitente, Lina ordonne au chevalier de l'exécuter, et Béatrice hurle le nom de Lina tandis qu'elle est traînée. Lina sourit triomphalement, encadrée par un halo d'or et de crâne, se délectant de sa victoire absolue. Tandis que l'obscurité se referme, la dernière pensée de Béatrice est un rugissement défiant. « Je ne peux pas mourir comme ça. » Dans ces derniers instants, elle se demande si un choix différent aurait pu sauver sa famille de ce destin. Elle réfléchit à sa vie, vécue uniquement pour plaire aux autres et ne jamais les décevoir. Submergée dans l'eau, elle regrette une vie entière passée à être si frustrant gentille. Alors qu'elle coule, elle fait un vœu. Si elle revit, elle ne sera pas une bonne personne. Elle accepte que les gens puissent la mépriser, ne se souciant plus de leur jugement. Les yeux s'ouvrant avec une nouvelle détermination, elle jure de faire tout ce qu'il faut, même si elle doit devenir une méchante. Ses yeux s'ouvrent en grand, avec un halètement soudain et aigu. Elle se redresse brusquement dans son lit,
stupéfaite de se retrouver dans une chambre opulente. Serrant sa poitrine avec incrédulité, elle réalise avec un choc qu'elle est en vie. En regardant autour de la grande chambre, elle la reconnaît comme la sienne. Son nouvel espoir se transforme en terreur alors que la menace glaçante de Lina concernant sa famille résonne dans son esprit. Paniquée, elle bondit du lit et agrippe une femme de chambre, proclamant désespérément qu'elle doit voir sa famille immédiatement. Elle court frénétiquement dans le couloir vers les portes principales, cherchant son frère et son père. Elle se fige en plein pas, l'esprit vide, tandis que la femme de chambre inquiète lui demande si elle va bien. Fixant ses propres petites mains immaculées, elle se demande ce qui se passe. Son reflet montre une version beaucoup plus jeune d'elle-même et elle se demande avec confusion comment cela est possible. En regardant par la fenêtre, elle voit son jeune moi et se demande si c'est un rêve ou une vie après la mort. Tandis que la femme de chambre propose d'appeler un médecin, Béatrice l'ignore et demande d'urgence quelle année on est. Se penchant, la femme de chambre confuse peine à répondre tandis que Béatrice insiste, lui demandant quel âge elle a maintenant. La femme de chambre confirme que c'est l'an 1110 et qu'elle a 10 ans, ce qui pousse une Béatrice choquée à se demander pourquoi elle est ici et ce qui est arrivé à Atlanta. La femme de chambre lui demande pourquoi elle irait à Atlanta, faisant réaliser à Béatrice, avec une horreur grandissante, que l'avenir qu'elle connaît n'est pas encore arrivé. La femme de chambre nerveuse demande à emprunter ça, en désignant une lettre que Béatrice tient. Béatrice examine la lettre, remarquant qu'elle vient de l'académie de son frère aîné, et qu'il s'agit probablement juste d'un avis de fin de semestre. Avec un halètement, elle réalise la profonde implication de cette simple et banale lettre. La scène se déplace vers le grand domaine familial, fleuri de cerisiers en fleurs sous un soleil éclatant. Une vision d'elle-même dans le futur, enceinte sereine et puissante, défile devant ses yeux. Debout près de la fenêtre, la jeune Béatrice regarde les arbres en fleurs, serrant la lettre qui prouve qu'elle a une seconde chance. Un petit sourire déterminé apparaît sur son visage, alors qu'elle réalise avec soulagement que rien n'a encore changé. Elle se souvient qu'en l'hiver de sa 10e année, la fleur de l'oracle a fleuri et l'a choisie comme sainte. Bien qu'elle ait été choisie, elle se souvient de la dure vérité. Elle ne pouvait en fait utiliser aucun pouvoir sacré. Elle se souvient d'un prêtre lui promettant que si elle devenait la parfaite sainte Béatrice, elle gagnerait du pouvoir sacré et obtiendrait enfin l'amour de son père. Les mots du prêtre résonnent, l'instruisant de devenir une sainte sacrificielle, loyale uniquement envers le temple et ses fidèles. Une image d'elle en sainte enchaînée apparaît alors qu'elle se souvient avoir valorisé leur vie plus que la sienne. Elle se souvient avoir prié désespérément, croyant qu'en devenant la sainte parfaite, elle recevrait enfin l'amour de son père. Le souvenir se brise alors qu'elle pense avec désespoir. À quoi bon tout ça? Ils sont tous morts. Elle saisit pleinement sa situation. Elle est revenue dans son corps de 10 ans, avant l'oracle, et cette réalité impossible est sa nouvelle chance. Maintenant vêtue d'une robe rose à froufrou, elle décide de trouver Lina et d'arrêter le futur, se demandant comment agir dans un corps d'enfant. Sa nounou s'extasie devant son nouveau look, mignon, mais Béatrice est intérieurement horrifiée par les décorations enfantines. Elle hurle silencieusement de dégoût, détestant à quel point la robe est enfantine et inconfortable. La nounou s'extasie qu'elle est parfaite pour le rôle de princesse héritière et que le prince Kael l'aimera, au grand désarroi de Béatrice. Béatrice soupire, pensant à elle-même qu'aucune des robes qu'on lui montre n'est à son goût. Elle se souvient de son passé d'amie d'enfance du jeune prince héritier Kael. Elle se souvient s'être liée d'amitié avec le garçon, ignorant à l'époque son véritable statut ou son importance. Son père a vu son amitié comme une opportunité politique, complotant pour en faire la princesse héritière. Un souvenir la montre présentée dans une magnifique robe rouge, préparée pour un mariage royal. Une nounou inconnue lui demande impatiemment si elle est prête, marmonnant sur son devoir de devenir la princesse héritière. Cette nounou réprimande ensuite Béatrice de paresser au lieu d'étudier, l'avertissant que le duc sera en colère. La figure sévère de son père, le duc, apparaît dans l'embrasure de la porte. Son père crie son nom, Béatrice, tandis que la nounou sourit victorieusement derrière lui. Son père rejette avec colère ses préoccupations, blâmant sa lecture pour ses mauvaises notes et remettant en question son utilité pour devenir princesse héritière. Béatrice tente de protester que c'était la faute de la nounou, mais son père la fait taire, évoquant ses mauvaises notes d'examen. Il lui interdit même de penser à lire, tant qu'elle n'aura pas prouvé sa valeur, la laissant seule tandis que les serviteurs chuchotent sur la sévérité du duc. Les serviteurs commèrent sur son repas pitoyable, révélant que c'est l'ordre de la nounou et qu'ils ont trop peur de la défier.
La jeune Béatrice baisse les yeux, les larmes aux yeux, entourée de roses bleues fanées. De retour dans le présent, Béatrice serre le poing, un feu dans les yeux alors qu'elle jure « Plus jamais ça, je ne reviendrai pas à ce que c'était. » Smack. Elle repousse violemment la main de la nounou. La nounou choquée recule, exigeant de savoir ce qu'elle fait et l'accusant de manquer de culture. La nounou poursuit sa tirade, traitant la future princesse héritière de paresseuse et se demandant si elle est à moitié endormie. Alors que la nounou lève la main pour frapper, elle se fige sous le choc quand Béatrice demande calmement pourquoi elle lève la main maintenant. Béatrice la dévisage d'un regard glacial, lui demandant d'un ton incisif si la nounou a l'intention de la gifler. La nounou balbutie un démenti tandis que Béatrice se souvient à quel point elle était timide, se demandant pourquoi le comportement de la nounou a changé si drastiquement. La nounou bombe le torse, affirmant son autorité en tant que nounou de la famille Campbell, responsable de l'éducation de Béatrice. Elle demande si elle n'a même pas le droit de parler. Mais Béatrice se contente de serrer le poing plus fort. Pas impressionnée. Béatrice tient bon. Résolue et inébranlable. La nounou raille les mauvaises notes de Béatrice, mais Béatrice pense calmement. Et si Béatrice lance un défi. Si elle peut prouver qu'elle n'a pas besoin de l'éducation de la nounou, que fera-t-elle? La nounou enragée accepte le pari, jurant d'abandonner son éducation si elle réussit, mais la prévenant de se préparer à l'échec. Béatrice s'éloigne, pensant que errer dans le manoir n'est pas une perte, si elle peut prouver qu'elle n'a plus besoin de la nounou. Avec un regard déterminé, Béatrice regarde devant elle, sa résolution s'affermissant. Un aide-roue à son bureau traite la nouvelle, notant que Béatrice a dit qu'elle allait renvoyer la nounou, et qu'elle n'avait pas besoin d'éducation. Le père de Béatrice, le duc, se moque de la nouvelle, s'interrogeant sur la signification qu'une princesse n'ait pas besoin d'éducation. Apprenant que Béatrice va engager un tuteur pour prouver son point, le duc se demande ce qu'elle pense réellement. Un sourire en coin apparaît sur les lèvres du duc, alors qu'il spécule que Béatrice a finalement décidé de devenir la princesse héritière. Le duc se lève, décidant d'enquêter lui-même, tandis que son aide-rousse l'appelle avec inquiétude. Jetant un coup d'œil par une porte, le duc est ravi d'entendre quelqu'un être loué comme incroyable. Une nouvelle tutrice aux cheveux châtain clair qualifie avec enthousiasme Béatrice de génie pour son amélioration rapide. L'ancienne nounou regarde sous le choc, stupéfaite que Béatrice, âgée de 10 ans, soit si remarquablement intelligente. Alors que la tutrice suggère qu'elle pourrait être une grande érudite, Béatrice sirote calmement son thé, peu impressionnée par les louanges. Les yeux vifs d'intention, Béatrice déclare qu'elle va informer son Excellence le Duc. La tutrice lui tend les résultats du test, et Béatrice les accepte nerveusement. Assise en face de l'ancienne nounou à une grande table, la confrontation commence. Béatrice informe froidement la nounou que ses services ne sont plus requis, et lui ordonne de quitter le manoir immédiatement. La nounou entre en fureur, refusant d'être mise au rebut et menaçant d'en parler au duc, tandis que Béatrice se moque intérieurement de sa pathétique attitude. Béatrice dit à la nounou qu'elle se méprend, mais la femme rétorque avec colère qu'elle a beaucoup enduré. Avec un regard d'acier, Béatrice déclare qu'elle n'est pas une personne que l'on peut traiter à la légère. La nounou s'effondre, questionnant hystériquement comment une enfant en pleurs méprisée par le duc pourrait devenir princesse héritière. Une pensée accusatrice traverse l'air, remettant en question le droit de la nounou de mépriser les autres. Le duc et son aide écoutent depuis le couloir, l'aide qualifie la nounou de folle, mais le duc le fait taire. Une bulle de pensée plane dans l'air, questionnant les motifs de la nounou. Béatrice demande à la nounou si son mécontentement envers le plan de la princesse héritière était la raison de son comportement odieux, tandis que le duc réalise que c'était pour cela qu'elle s'était alliée à son père et avait intimidé Béatrice. La main de la nounou tremble au-dessus d'une théière, tandis que la voix off de Béatrice observe à quel point elle parle bien maintenant. La nounou s'emporte, hurlant que le seul travail de Béatrice était d'être jolie et menaçant de lui ruiner la vie maintenant qu'elle est renvoyée. Réalisant que la nounou est dérangée, Béatrice lui demande si elle veut aller en prison, mais la nounou se jette sur elle avec la théière chaude, en hurlant. L'aide-rousse crie « Stop !» tandis que lui et le duc regardent avec horreur. La nounou se fige, choquée de voir le duc, et essaye de blâmer Béatrice d'avoir rejeté son éducation. Enragé, le duc ordonne à son aide, Gaston, de traîner la nounou dehors et de lui faire goûter l'eau bouillante. Traînée par le duc et Gaston, la nounou hurle de demander pardon. Alors que la nounou continue de hurler que Béatrice ment, Béatrice frémit face à l'agitation. Le duc se tourne vers Béatrice, l'appelant Pou, et lui demandant de sortir pour parler.
Béatrice réfléchit que l'éducation qu'elle a reçue en tant que sainte à Atlanta était bien plus dure que tout ce qu'elle avait connu à la maison du duc. Elle médite sur le fait que prendre le thé avec son père lui semble maintenant plus difficile que n'importe quel examen auparavant. Le duc ordonne à son majordome de préparer le carrosse pour un départ immédiat. Le duc est assis seul, plongé dans ses pensées avec une expression pensive. Béatrice se souvient comment elle ne rêvait autrefois que de rentrer chez elle et d'être aimée, comme si c'était son seul but dans la vie. Dans le présent, Béatrice contemple les conséquences de ses actions en renvoyant la nounou. Le duc loue les actions de Béatrice, lui disant qu'elle a fait du bon travail et qu'elle sera la princesse héritière. Serrant les poings, Béatrice se dit qu'elle n'a jamais voulu devenir la princesse héritière. Le duc s'adoucit, s'excusant, et offrant d'écouter si elle a quelque chose à dire. Béatrice considère son offre, réalisant qu'il y a une dernière chose qu'elle doit lui dire. Son vrai désir résonne dans son esprit, elle ne veut pas être la princesse héritière, elle veut vivre sa propre vie. Durcissant sa résolution, Béatrice dit finalement à son père qu'elle ne veut pas devenir la princesse héritière. Elle déclare audacieusement qu'elle veut être elle-même à l'avenir, laissant son père avec une expression froide et illisible. Ayant enfin parlé, Béatrice espère que son père l'écoutera, croyant que c'est la clé de leur entente. L'ambiance se brise lorsque la voix de son père devient froide, questionnant son refus de devenir la princesse héritière. Dans une réprimande glaçante, le duc déclare que sa seule valeur est de devenir princesse héritière pour élever la famille, tandis que Béatrice réalise qu'il la voit toujours comme un outil. Le duc détourne le regard avec une expression résignée, admettant à lui-même « Je me suis trompé ». Béatrice sourit calmement, pensant que son explosion était inévitable après avoir perdu la tête un instant. Elle élabore une stratégie interne, reconnaissant qu'elle est trop jeune et impuissante, et qu'elle doit se fier à la position de son père pour l'instant. Avec une expression lumineuse et déterminée, elle se résout à ce que jouer le jeu soit la seule chose qu'elle puisse faire. Son père, le duc, reste silencieux, son expression sévère et impénétrable tandis qu'il écoute. Feignant l'excitation, Béatrice exige la clé du coffre-fort, suggérant que pour devenir princesse héritière, elle doit expérimenter le fait de dépenser beaucoup d'argent. Le duc se demande si c'est ce qu'elle veut vraiment, tandis que son aide-roue, Gaston, l'observe derrière lui. Le duc informe Béatrice qu'il doit partir pour quelques jours, lui ordonnant de se comporter, et elle accepte docilement. Tandis qu'il s'éloigne, Béatrice se résout en privé à faire tout ce qu'il veut, même à devenir princesse héritière si on le lui demande. Gaston lui demande si elle compte agir immédiatement, et Béatrice confirme simplement que oui. Debout à côté de Gaston, Béatrice déclare son intention de profiter du pouvoir d'une princesse, puis de partir, jurant de commencer tout de suite. Une main écrit soigneusement une lettre, avec une plume d'oie noire et or ornée. La lettre est scellée à la cire, sa dernière ligne exprimant le souhait que le destinataire puisse venir cette fois-ci. Un jeune homme aux cheveux blonds, vêtu d'un habit clérical, jette un coup d'œil depuis l'intérieur d'un bâtiment. Le jeune homme en robe cléricale se tient dans une pièce lumineuse, vue à travers une fenêtre cintrée encadrée de vignes. Debout devant une paire de portes ornées blanches et dorées, Béatrice se demande combien d'argent elle peut réellement dépenser. Pat, Pat. Gaston tapote la tête de Béatrice, riant qu'elle est encore jeune, et lui offrant de lui acheter tout ce qu'elle désire. Béatrice le regarde sérieusement, pensant qu'il ne comprend pas. Elle a besoin d'argent liquide intraçable, pas seulement de choses extravagantes. Elle réalise que puisque son père a donné la clé à Gaston, sa limite de dépense dépend entièrement de son approbation. Analysant Gaston, elle observe ses mains calleuses et ses yeux vifs, en déduisant que l'assistant doit être un ancien chevalier. Ses pensées dérivent vers son temps au temple, se souvenant des nombreux ex-chevaliers, qui ont survécu à une terrible guerre de conquête. Elle réfléchit à ce que tous les anciens chevaliers ont en commun, alors qu'une image d'une croix dorée ornée de joyaux apparaît. Béatrice demande si le duc a également combattu dans la guerre, expliquant qu'elle souhaite faire un don pour honorer les âmes des morts. Une note clarifie que pour les soldats, c'était considéré comme un repos pour leurs collègues. Sachant que son père ne fait pas de don au temple, elle déclare son intention de le faire secrètement en son nom. Entourée de roses blanches éthérées, Gaston pense que, bien que le duc se méfie du temple, Béatrice est une personne très prévenante pour son âge. Profondément ému, Gaston pense en lui-même qu'une vraie sainte aurait dit exactement la même chose. Béatrice le regarde, disant calmement « D'accord ». Gaston pose une main sur son cœur, lui disant de se préparer. Il lui tend une clé ornée, dorée et en forme de croix.
lui disant de faire s'il vous plaît ce qu'elle veut. Béatrice accepte son offre d'un simple ouais. Tenant la clé, alors qu'elle suit Gaston, Béatrice pense que le don pour les victimes ira à la Guilde sombre, pas au temple. Elle se demande si l'argent serait même utilisé correctement si elle le donnait au temple de toute façon. Un souvenir de son passé de sainte émerge, montrant un symbole divin, semblable au soleil, entouré d'anges. Elle se souvient avoir été forcée à une vie d'intégrité par la figure la plus corrompue du temple, le grand prêtre. Debout devant les portes ornées, elle réfléchit à la façon dont elle a stupidement fait confiance au grand prêtre, même lorsqu'elle savait ce qu'il était. Tenant la clé, elle décide qu'elle préfère dépenser l'argent elle-même, plutôt que de le laisser être dilapidé par des personnes corrompues. Avec un sourire narquois déterminé, Béatrice se tient devant une énorme pile de pièces d'or, prête à voir combien elle peut dépenser. Elle regarde avec émerveillement un immense trésor débordant de montagnes de pièces d'or et de joyaux inestimables. Un personnage chibi en pleurs nommé Kitty s'accroche à Béatrice, la suppliant de ne pas sortir seule, tandis que Béatrice se débat, criant à Kitty de la laisser partir. Frustrée, Béatrice pense qu'elle était en route pour acheter des informations sur Lina à la Guilde, avant que Kitty ne l'attrape. Elle désespère, réalisant qu'il est impossible pour une enfant de 10 ans de sortir seule et souhaitant avoir quelqu'un pour la protéger. Une femme de chambre aux cheveux châtain clair lui saisit le bras, demandant pourquoi elle part si soudainement, mais Béatrice prétend que non. La femme de chambre insiste, l'interrogeant sur les récentes rumeurs selon lesquelles Béatrice aurait soudainement changé. Béatrice la repousse, disant à la femme de chambre de la laisser partir si elle ne fait que la rabrouer. Confrontant la femme de chambre, Béatrice déduit correctement que celle-ci a été surprise par une lettre qu'elle a envoyée et l'a vue regarder par la fenêtre, sentant que quelque chose n'allait pas. La femme de chambre l'exhorte à ne pas être trop déçue. La femme de chambre suggère que Béatrice est seule parce que son frère David est occupé, mais Béatrice ricane intérieurement à cette idée. Un flashback présente son frère aîné, David Campbell, expliquant qu'il est allé à l'académie et qu'ils avaient peu de communication. Un souvenir montre un David plus âgé regardant Lina, tandis que Béatrice se souvient qu'il semblait préférer Lina à elle. De retour au présent, Béatrice dit à la femme de chambre qu'elle pense que David préférait Lina, ajoutant qu'elle a entendu que c'était à cause de ses notes. Les bras croisés, Béatrice se demande pensivement si elle pourra enfin s'entendre avec son frère cette fois-ci. Le bruit d'une calèche attire l'attention de Béatrice vers la fenêtre. La femme de chambre aux cheveux châtain clair rejoint Béatrice, qui demande qui arrive. La femme de chambre confirme qu'aucun invité n'était attendu. La femme de chambre part enquêter, tandis que Béatrice attend dans une nouvelle robe bleue avec un grand nœud rouge. Béatrice se remémore son frère David, se demandant en pensée s'il se souvient d'elle. Elle se souvient que David lui a offert un cadeau pour son 8e anniversaire, touchant le collier même qu'il lui a donné. Un cri de colère se fait entendre, exigeant que quelqu'un soit amené, tandis que Béatrice, surprise, se demande ce qu'est cette agitation et se précipite pour voir. Kitty, la femme de chambre, arrête rapidement Béatrice, s'interrogeant sur ce qui se passe, tandis qu'elle s'exclame « Ah, madame !» Frénétique, Kitty explique que les invités viennent de l'académie et presse une Béatrice confuse de rentrer. Kitty repousse désespérément Béatrice, mais Béatrice lui fait un clin d'œil, exigeant que sa femme de chambre explique ce qui se passe. Se détournant d'une Béatrice curieuse, Kitty crie « Hey, vous! N'était you !» aux visiteurs invisibles. 3 étudiants de l'académie confrontent Béatrice, exigeant de savoir où elle court et confirmant son identité avant de la traiter de fille arrogante qui méprise David. Une nouvelle fille aux longs cheveux lilas clair apparaît, questionnant les accusations des étudiants et ce qu'elles pourraient bien signifier. Béatrice et Kitty se tiennent devant 3 étudiants agressifs de l'académie, la fille aux cheveux sombres menant la confrontation. La fille aux cheveux sombres, Angela Bromgren, accuse avec colère Béatrice d'ignorer son frère. Le garçon à lunettes, Anton Elliott, réprimande Béatrice, lui demandant si elle pense que David est insignifiant. Le garçon aux cheveux de feu, Victor Sossamon, accuse furieusement Béatrice de mépriser David tout en flattant le duc. Une minuscule Béatrice, dépassée et complètement déconcertée, se demandant de quoi diable il parle. Face au trio hostile, Béatrice se demande intérieurement s'il pense vraiment qu'elle manque de respect à son frère. Béatrice nie avoir jamais ignoré David, mais Angela ricane, révélant que toutes les lettres et les cadeaux qu'il a envoyés pour son anniversaire ont été retournés à l'académie. Sous le choc, Béatrice réalise qu'elle n'a jamais reçu un seul cadeau de son frère. Béatrice regarde, s'interrogeant sur l'agitation, tandis qu'Anton Elliott se tient à proximité. Un homme aux cheveux grisonnants, probablement un majordome, halète de choc devant la scène qui dégénère. Une terrible possibilité se fait jour pour Béatrice,
tandis qu'elle se demande « Pas possible ». Elle se souvient de sa nounou supervisant constamment ses lettres, réalisant que la femme contrôlait toute sa correspondance. Béatrice reconstitue le puzzle. Alors qu'une Béatrice Chibi pleure, elle réalise avec un choc qu'elle n'a même jamais reçu la lettre qu'elle a vue le jour de son retour. Angela explique que l'académie organise un événement annuel pour que les familles puissent voir les réalisations des étudiants, un jour qu'aucune famille ne manque. Angela révèle que David a envoyé des invitations pendant 3 ans, mais Béatrice a refusé à chaque fois, le laissant tout seul à l'événement. Angela crie qu'ils ont essayé de rendre David heureux pendant qu'il défendait Béatrice, ce qui a poussé Béatrice à s'inquiéter des intentions de ses enfants. Le trio reste ferme, Angela déclarant qu'ils ne le supporteront pas et exigeant des excuses de Béatrice au nom de David. Béatrice observe que malgré leur impolitesse, les enfants se soucient vraiment de son frère, et elle s'inquiète pour lui. Assumant ses responsabilités, Béatrice décide qu'elle doit s'excuser et se prépare mentalement à ce qui l'attend. L'un des amis de David exige que Béatrice se conforme à une méthode d'excuse aristocratique, qui se révèle être d'embrasser le sol, la laissant stupéfaite. Enragée, le pouvoir de Béatrice s'enflamme alors qu'elle fulmine intérieurement face à l'audace d'exiger qu'une princesse accomplisse un acte si humiliant. Une dure vérité résonne dans son esprit. L'expérience passée lui a appris que plus on est gentil, plus les gens vous traiteront vicieusement. Serrant les poings, Béatrice décide que la gentillesse est inutile ici et contemple comment traiter avec ces gens en tant que membre de la famille Campbell. Soudain, son frère David apparaît, attrapant la tête d'Anton et déclarant que la famille Campbell ne s'incline devant personne. David déclare que même l'empereur ne peut pas les faire s'incliner, choquant ses amis. Béatrice murmure « Frère », tandis qu'il demande avec colère à ses amis qui les a invités chez lui. Ses amis expliquent qu'ils étaient inquiets et sont venus pour des excuses, mais David crie furieusement qu'il n'a jamais voulu qu'ils interfèrent. Angela confronte David, lui demandant pourquoi il protégerait une sœur qui traite si mal sa famille. David déclare avec assurance que leur père a reconnu Béatrice, ce qui fait d'elle un meilleur membre de la famille Campbell que lui. Béatrice est stupéfaite d'entendre le raisonnement de David, réalisant que c'est un complet malentendu puisque son père ne l'a jamais vraiment reconnu. Tandis que David et Angela se disputent, Béatrice reste silencieuse, son frère admettant qu'il a peut-être été seul. David réprimande ses amis, leur demandant s'ils voulaient ruiner la réputation de la famille Campbell en forçant la princesse à embrasser le sol. Victor gémit de honte. David se tourne vers sa sœur, lui disant de se préparer à ce qu'il est sur le point de faire, et l'appelle étrangement « frère ». Les yeux de Béatrice brillent de détermination, tandis qu'elle pense qu'elle peut faire cela pour son frère. Bruit sourd. L'un des amis de David est projeté au sol. Le dos tourné vers elle, David avertit sévèrement ses amis de rester à l'écart jusqu'à ce qu'il les convoque. David se détourne de ses amis et s'excuse formellement auprès de Béatrice pour les problèmes qu'ils ont causés. Alors que David s'en va, Béatrice l'appelle mentalement, le pressant d'attendre. David se retourne brusquement, surpris, et confronte un membre du personnel, ordonnant « Vous, là !» Béatrice fait calmement face au majordome surpris, lui demandant s'il sait pourquoi les lettres et les cadeaux de son frère ont disparu. Le majordome terrifié confesse qu'il ne faisait que suivre les ordres de la nounou, récemment renvoyée pour rendre les cadeaux. Une femme de chambre blonde avec un bandeau rouge explique à David que c'est la nounou, et non Béatrice, qui a rendu ses affaires. Dans une pensée résolue, Béatrice ordonne au majordome de ramener tout ce qui a été pris. Le majordome acquiesce et s'empresse de partir, tandis que Béatrice le regarde s'éloigner dans le couloir. Béatrice apparaît derrière le majordome en fuite avec une aura menaçante, lui demandant où il pense aller. Furieuse, Béatrice hurle qu'il a perdu ses affaires et exige qu'il les rapporte immédiatement, même s'il doit voler ou utiliser son propre argent. Le majordome s'enfuit en hurlant qu'il a compris, laissant Béatrice satisfaite, les yeux clos. Béatrice réfléchit qu'elle veut vraiment guérir la blessure de son frère causée par l'ingérence de la nounou et non seulement dissiper des malentendus. Fixant son collier lumineux, elle se demande comment elle peut aborder naturellement son frère. Un éclair d'inspiration frappe Béatrice alors qu'elle serre son collier et s'exclame « C'est ça !» Se souvenant que David est sur les terrains d'entraînement, Béatrice décide d'aller lui parler pendant qu'il séjourne au manoir. Elle le trouve sur les terrains d'entraînement, l'observant s'exercer avec son épée. Cachée derrière un pilier, elle se demande si son frère a toujours été intéressé par l'escrime. Impressionnée par son habileté, elle pense qu'elle n'aurait pas dû savoir cela, et décide de partir pour ne pas le déranger. Au moment où elle se tourne pour partir, la voix de David l'appelle de derrière, demandant qui est là. Un David troublé se retourne, rougissant alors qu'il demande
Lys, pourquoi es-tu ici ?» Béatrice se précipite vers lui, réalisant avec un halètement que son épée est sur le point de tomber. David crie d'alarme alors qu'il perd sa prise sur l'épée. En un éclair, David se jette en avant, protégeant Béatrice de son corps tandis que l'épée cliquette sans danger sur le sol. David la réprimande pour son imprudence, mais Béatrice s'excuse humblement de l'avoir effrayée. Il s'adoucit rapidement, lui disant de ne pas être désolé, et expliquant qu'il craignait juste qu'elle ne se blesse. Se détournant, David dit à Béatrice qu'elle ne devrait pas venir seule dans un endroit dangereux comme celui-ci. Assise sur l'herbe, Béatrice tend la main, demandant à son frère d'attendre 1 minute. David s'arrête et la regarde, lui demandant si elle a quelque chose à dire. Elle serre son collier, pensant qu'elle voulait le lui montrer pour prouver qu'elle ne l'avait pas oublié. Perdant son sang-froid, Béatrice s'excuse d'avoir interrompu et dit qu'elle n'aurait pas dû venir, pensant qu'il devait déjà être déçu d'elle. David rejette ses excuses, déclarant que son escrime est insignifiante et que son interruption de sa pratique sans importance n'a pas d'importance. Béatrice insiste sur le fait que son escrime est incroyable, réalisant intérieurement que quelque chose ne va pas, et se demandant s'il a toujours été aussi peu sûr de lui. David rougit, serrant la mâchoire, alors qu'il affirme que son talent pour l'escrime est inutile pour leur famille. Il se souvient que leur père le traitait d'inutile comparé à elle, tandis que Béatrice réagit avec choc à son insécurité profonde. Béatrice attrape le bras de son frère, lui disant passionnément que tout ce qu'il vient de dire est un mensonge. Alors qu'un David stupéfait demande ce qu'elle veut dire, Béatrice révèle que leur père lui a dit qu'il est le meilleur parce qu'il est un successeur de Campbell. Père impossible. Levantant son collier lumineux pour accentuer ses dires, Béatrice confirme que c'est vrai. Elle lui présente le collier comme preuve de ses paroles. Les larmes aux yeux, Béatrice lui demande sincèrement s'il ne peut pas croire en sa sincérité. Un David rougissant admet qu'il pensait qu'elle avait jeté le collier, mais il est ému de voir qu'elle l'a gardé. Béatrice déclare passionnément qu'elle ne pourrait jamais jeter un cadeau de son frère aîné. David lui offre un sourire rare et chaleureux et la remercie, l'appelant affectueusement Lys. Béatrice est choquée de le voir sourire, réalisant qu'elle avait toujours confondu son inexpressivité avec de l'antipathie. Submergé par l'émotion, David couvre sa bouche, visiblement touché par sa sincérité. Plus tard, dans sa chemise de nuit, Béatrice s'interroge sur la raison pour laquelle son père aurait délibérément miné l'estime de soi de David. Déterminée, elle décide qu'elle doit aider son frère à se remettre des dommages émotionnels qu'il a subis. Elle s'enfuit pour le trouver, l'appelant par son nom. Elle lui prend les mains et déclare avec conviction qu'il sera le meilleur chevalier de tous les temps. Une Béatrice Chibi déterminée jure qu'elle rendra son frère à nouveau confiant. Béatrice, vêtue d'une robe verte, décide de sortir aujourd'hui, bien qu'elle ait dit à Kitty qu'elle resterait dans sa chambre. Un David rougissant apparaît avec des oreilles de chiot et une queue frétillante, tandis qu'une légende note que des effets secondaires sont apparus. Béatrice réfléchit que si sa nouvelle confiance est une bonne chose, elle ne peut pas s'éclipser et doit être déterminée, car elle a des choses à faire aujourd'hui. Le garçon aux cheveux blancs avec des lunettes demande « Lys, est-ce que je te dérange ?» Mais elle le rassure en lui disant qu'elle a juste quelque chose d'important à faire. Une idée soudaine frappe Béatrice alors qu'elle empêche son frère de partir. Elle saisit le bras d'un David surpris. Un David troublé baisse les yeux, questionnant ses actions. Avec des yeux pétillants et les mains jointes, Béatrice lui jette un regard adorablement sincère. Submergé par l'émotion, David couvre sa bouche, une aura scintillante l'entourant. Une Kitty inquiète avertit Béatrice qu'il est trop dangereux de sortir seule et qu'elle doit prendre les chevaliers d'escorte. David s'avance protecteur, déclarant que Lys l'accompagnera et qu'ils n'auront besoin d'aucune escorte. Béatrice sourit avec assurance, ajoutant que son frère de 15 ans est assez âgé pour sortir seul, laissant Kitty sans voix. Avec un ciel lumineux derrière eux, une légende demande « Allons-nous commencer alors ?» Ils arrivent dans un village rustique, et David demande à Alice si c'est vraiment là qu'elle voulait venir, ce à quoi elle acquiesce. Avec un regard déterminé, Béatrice pense que, cette fois, ils vont faire grand bruit. David et Béatrice marchent ensemble dans les rues rustiques, apparemment calmes. Un homme encapuchonné et masqué les confronte, se demandant comment 2 enfants ont pu arriver ici. Tandis qu'un David tendu observe, Béatrice dit calmement aux membres de la guilde masquée de les emmener chez le chef. Le membre de la guilde masquée considère sa requête, tenant une petite bourse d'argent. Debout à côté de son frère, Béatrice sourit, pensant qu'ils devraient pouvoir rencontrer le chef s'ils ont de l'argent.
Béatrice se remémore une période sombre de l'histoire de l'Empire, lorsque les mages noirs proliféraient, illustrés par une scène de crânes et de textes interdits. Elle se souvient que des enquêtes ont révélé que certaines guildes d'information aidaient les mages noirs. Un gros plan montre plusieurs parchemins anciens représentant les informations recueillies. Un cadre doré révèle le nom de la guilde dont elle a entendu parler. Ion. Béatrice se souvient qu'Ion était un axe du mal que personne ne pouvait attraper, et maintenant elle essaye de les utiliser. Le membre de la guilde masquée ouvre une grande porte ornée, les invitant à entrer. Jetant un coup d'œil par l'embrasure, Béatrice se demande à quoi ressemblera l'infâme Ivan Terpe. Béatrice et David restent sous le choc, complètement déconcertés par ce qu'ils voient à l'intérieur de la pièce. La pièce est remplie de reliques saintes étincelantes, de croix et de statues, ce qui pousse Béatrice à se demander pourquoi un dévot absolu aiderait des mages noirs. Un homme aux cheveux bruns, assis à un bureau élégant, les accueille calmement. L'homme, identifié comme Ivan Terpe, chef de la guilde d'information Ion, sourit d'un air suffisant et demande si son client lui a manqué. Béatrice le trouve magnifique, tandis qu'Ivan prétend être troublé et ne pas vouloir corrompre une brebis égarée, ce qui la fait ricaner intérieurement. Ivan essuie une surface, remarquant sardoniquement que Dieu sera en colère contre son existence et qu'il ne peut pas prendre la responsabilité de la déviation de la famille Campbell. Béatrice réalise qu'il sait déjà qui elles sont, même si elle n'a pas encore fait ses débuts officiels. Béatrice en conclut qu'Ion est essentiel, tandis qu'Ivan lui demande si elle connaît le contenu de la vérité. Ivan tient une petite croix, clarifiant si elle fait référence à l'ancien oracle concernant l'apparition de la sainte. Les yeux de Béatrice brillent intensément, tandis qu'elle confirme parler de la sainte de l'oracle. Ses cheveux virant au rose et une lumière divine l'entourant, Béatrice déclare qu'elle est la sainte, et qu'elle lui offre une chance d'être loyale envers Dieu. David regarde en état de choc absolu la déclaration audacieuse de sa sœur. Ivan Terpe jette la tête en arrière et rit de manière incontrôlable à sa déclaration. Ivan frappe sa main sur la table, insistant avec colère pour qu'elle n'insulte pas sa foi sincère en Dieu. Béatrice raconte qu'elle ne doute pas qu'Ivan soit un vrai croyant, mais la raison pour laquelle elle n'a pas pu attraper Ion était que le grand prêtre monopolisait leurs donations. Elle admet intérieurement que les donations n'étaient pas une question de foi, mais un plan de contingence pour l'imprévu. Béatrice déclare qu'au lieu d'insulter sa foi, il est préférable de révéler sa véritable identité. Ivan la regarde avec scepticisme, demandant comment il est censé la croire. Béatrice prédit qu'un oracle descendra cet hiver. Elle poursuit, expliquant que la fleur de l'oracle fleurira et choisira la sainte. Tandis que David observe sous le choc, Béatrice déclare qu'elle parie sa vie, si une autre est choisie comme sainte, il pourra la tuer. Ivan considère le héros de guerre Gamel Garoun, loué par le duc comme la force la plus célèbre de l'Empire, que personne, selon lui, ne surpassera. Ivan frissonne de dégoût. L'idée même de tourmenter la fille d'un homme comme Gamel Garoun lui donne des frissons. D'un regard acéré, Ivan déclare que l'assassinat est une toute autre affaire. Il explique que sa méthode consiste à cibler quelqu'un au moment le plus heureux de sa vie, tandis qu'un flashback montre une jeune Béatrice. Ivan révèle que les assassinats d'Ion réussissent toujours parce qu'ils visent un moment sans menace ni souci, puis il demande à Béatrice comment elle peut miser sa vie aussi nonchalamment. Béatrice sourit radieusement, déclarant avec assurance que rien ne changera le fait qu'elle est une sainte. Tandis qu'un David enragé observe, Ivan se penche et tire enjouément le ruban du bonnet de Béatrice. La scène change, montrant Béatrice et David debout ensemble de nouveau dans la rue du village. Un David inquiet s'en prend à Béatrice, exigeant de savoir ce qu'elle voulait dire en devenant une sainte et remettant en question son pari dangereux. Béatrice explique qu'elle ne l'a pas caché parce qu'elle lui fait entièrement confiance et David réalise qu'elle ne ment pas. En détournant le regard, Béatrice admet qu'il n'y a rien de plus qu'elle puisse lui dire pour le moment. Un David frustré presse sa main sur son front, lui posant une question. Les yeux étincelants, Béatrice lève les yeux, une nouvelle détermination sur son visage. Béatrice déclare que c'est pour Daora Bunny, mais soudainement saisie par derrière par un David inquiet. Surprise par son geste soudain, Béatrice interpelle son frère avec surprise. David jette un regard furieux sur la rue, demandant avec colère ce qui est arrivé à quelqu'un. Non loin de là, une femme blonde nommée Triss est avertie par son compagnon qu'un noble de haut rang est présent. Le compagnon désigne le marquis Hortense, se demandant à voix haute ce qu'il pourrait bien faire dans un tel endroit. David éloigne rapidement Béatrice, disant qu'il ne devrait pas être découvert, mais elle le rassure en lui disant qu'elle va bien. Béatrice jette un coup d'œil au marquis, pensant qu'aucune affaire légitime ne l'amènerait dans un endroit pareil. Un nouveau plan se forme dans l'esprit de Béatrice,
alors qu'elle décide de faire enquêter Ivan sur le marquis Hortense. Une sombre vision montre une figure d'apparence démoniaque, le chef de la guilde Ion, promettant à un individu mystérieux qu'il trouvera quelqu'un nommé Lina, avant que la fleur de l'oracle ne fleurisse. Dans une pièce somptueuse, une femme blonde en robe rouge se souvient qu'Ivan lui a promis d'apporter des nouvelles, se demandant comment il va s'introduire dans le domaine de son père. Elle gémit de frustration, pensant que la situation est trop compliquée et se demandant si Ivan tient sa vie en otage. La scène revient à un David extatique, tel un chiot, qui déclare joyeusement qu'ils peuvent maintenant passer la journée ensemble, remuant sa queue imaginaire. Dans un flashback, une femme blonde nommée Triss quitte une villa, s'excusant auprès de David en soupirant, regrettant de devoir aller voir quelqu'un. La scène se déplace vers Triss dans une pièce élégante, où une femme de chambre l'informe que son Altesse arrivera sous peu. Triss demande à la femme de chambre si elle a servi le prince Kael pendant longtemps, ce que la femme de chambre confirme. La femme de chambre remarque que la princesse semble éprise de Triss, qui note intérieurement que le prince a convoqué la femme de chambre à son retour. D'un léger cliquetis de sa tasse de thé, Triss rejette l'idée, affirmant que le prince ne l'apprécie pas, et que son père les force à se fréquenter. La femme de chambre poursuit, informant Triss que le duc la considère comme la future princesse héritière. Triss soupire, reconnaissant que même si la noblesse le croit, cet arrangement est entièrement l'œuvre de son père. La femme de chambre jette un coup d'œil, demandant si Triss se sent mal à l'aise de sa visite. Triss se tourne vers elle, rassurant la femme de chambre qu'elle n'est pas du tout mal à l'aise. Avec une ferme résolution, Triss déclare qu'elle ne veut pas devenir princesse héritière ni être la marionnette de son père. Cependant, elle se dit qu'elle ne peut pas abandonner son ami d'enfance, Kael. Sautant de sa chaise, Triss annonce qu'elle a quelque chose à demander à son Altesse, surprenant la femme de chambre. La femme de chambre demande hésitamment si elle fait référence à Triss. Un jeune garçon aux cheveux gris, le prince Kael, lui sourit radieusement, fou de joie de la revoir après si longtemps. Triss halète, choqué de voir que le prince était autrefois si adorable enfant. Tandis qu'il la salue, le jeune prince Kael est soudainement pris d'une quinte de toux. Une Triss inquiète se précipite à ses côtés, l'appelant par son nom, tandis que sa toux persiste. Elle tient le prince fragile, lui demandant s'il va bien, et lui suggérant de se reposer dans sa chambre. Triss se souvient que Kael a été maladif depuis l'enfance, et qu'il a été envoyé se rétablir, admettant qu'elle n'avait jamais été particulièrement préoccupée auparavant. Regardant le jeune prince, elle lui tient les mains, ses pensées s'éloignant, alors qu'elle réalise quelque chose d'important. Avec des yeux violets étincelants, le jeune Kael regarde Triss, et admet qu'il voulait la voir plus tôt, la faisant halter. En état de choc, Triss réalise que ce garçon mignon et sincère est complètement différent du Kael dont elle se souvient. Voyant son visage innocent, elle décide qu'il n'est pas trop tard, et résout d'élever Kael pour qu'il devienne une personne bonne et droite. L'expression ferme, Triss jure qu'elle ne le laissera pas subir le même sort qu'avant. De retour dans le présent, Kael dit à une Triss bavarde qu'elle ne doit pas oublier ceux qui la chérissent. Baissant les yeux, un prince Kael déconcerté accepte silencieusement de se souvenir de ces mots. Triss est assise avec le jeune prince Kael, qui semble confus et se dit à quel point il est obéissant. Depuis l'extérieur du cadre, Triss conseille à Kael de ne pas prendre au pied de la lettre les paroles du duc, ce qui pousse un Kael confus à demander ce qu'elle veut dire. Elle clarifie qu'il ne devrait pas prendre au sérieux l'insistance de son père concernant leur mariage. Le jeune prince semble complètement choqué par sa déclaration. Un Kael affolé lui saisit les mains, demandant pourquoi elle dirait soudainement une telle chose. Triss demande avec inquiétude s'il ne l'aime plus, mais Kael s'exclame immédiatement que ce n'est pas du tout ça. Lui tenant doucement les mains, elle explique que personne ne devrait être contraint par quelqu'un d'autre à épouser qui que ce soit. Tandis que Kael boude, Triss lui demande s'il ne préférerait pas épouser quelqu'un qu'il aime vraiment. Gémissement. Il reste silencieux et baisse les yeux, laissant Triss s'interroger sur le mystère du cœur d'un enfant. Triss lui rappelle que même par le passé, elle n'était pas celle qu'il était censé épouser. Elle déclare que Lina était sa fiancée, ce qui la pousse à se demander si Lina n'était pas la véritable sainte depuis le début et aurait dû posséder le pouvoir sacré. Chassant cette pensée, Triss déclare que cela n'a pas d'importance, car elle n'a aucune intention de laisser Lina devenir la sainte. Une image de Kael, l'air innocent avec des oreilles de lapin, apparaît, soulignant sa douce nature. Triss rassure Kael, lui disant de ne pas s'inquiéter et lui promettant que s'il suit ses conseils, il pourra épouser la personne qu'il aime. Souriant de toutes ses dents,
Elle déclare qu'elle le guidera à chaque étape du chemin. Haha. Les deux enfants partagent un rire soulagé, apaisant la tension. Kyle l'observe, remarquant qu'elle semble différente avant de laisser sa phrase en suspens. Entourée de marguerites en fleurs, Triss attend qu'il termine sa pensée. Elle confirme sa suspicion, déclarant qu'il est vrai qu'elle est une personne différente maintenant. Alors qu'elle lui saisit le bras pour expliquer, il grimace et pousse un cri de douleur. Triss demande avec inquiétude s'il va bien, alors qu'il tremble dans sa prise. Glissement. Sa manche glisse, révélant que son bras est couvert d'horribles ecchymoses sombres. Reculant brusquement, Triss fixe avec horreur la faible empreinte des ecchymoses laissées sur sa propre main. Hébétée. Sous le choc, elle exige de savoir ce que sont ces terribles marques sur son bras. Kyle recule de peur, bégayant en essayant de cacher son bras. Il refuse de dire ce qui s'est passé, laissant Triss le regarder avec une profonde inquiétude. Les larmes aux yeux, Kyle ajoute qu'il serait en colère s'il voyait les ecchymoses. Alors que Triss l'appelle, angoissée, il la supplie de garder le secret. Elle est horrifiée de réaliser que la vie du prince n'était pas charmante du tout, mais remplie d'abus cachés. Accablée par la culpabilité de son ignorance, Triss interpelle un Kyle effrayé. Elle crie qu'il est vrai qu'elle est complètement différente d'avant, exactement comme il l'a remarqué. Elle proclame que son nouveau but est de protéger ceux qu'elle aime, et qu'elle l'aidera aussi. S'agitant nerveusement, Kyle fait remarquer qu'il est trop frêle. Les yeux de Kyle s'écarquillent d'espoir alors qu'il demande si elle est vraiment sérieuse, et Triss lui promet que oui. Souriant chaleureusement, Triss est entourée d'une aura de rose en fleurs. Elle tend sa main et jure de ne jamais l'abandonner, quoi qu'il arrive. Un gros plan sur l'œil de Kyle montre une nouvelle lueur de détermination. Il accepte sa promesse, prenant sa main tendue, leurs mains se serrent, scellant son vœu de le protéger. Kyle se remémore son traumatisme passé, se recroquevillant de peur devant l'ombre menaçante d'un agresseur dont les pas seuls étaient terrifiants. De retour au présent, une femme de chambre brosse les longs cheveux blonds de Béatrice, alors qu'elle réalise que Kyle ne lui dirait jamais qui a fait ça. Béatrice rougit d'embarras et de douleur, réalisant que Kyle ne lui fait toujours pas entièrement confiance. Ses pensées sont interrompues lorsque la femme de chambre annonce l'arrivée imminente des invités de son Altesse, ce qui surprend Béatrice. Béatrice gémit intérieurement en entendant que les invités sont les chefs des maisons Alios et Hortense. Une Béatrice Chibi s'inquiète que ce sera affreux, tandis que sa femme de chambre la regarde avec confusion. Une fille aux cheveux violets salue Triss avec un sourire narquois, commentant qu'elle est toujours aussi belle. Un homme aux cheveux brun roux informe Triss que son Altesse l'attend. Le père de Béatrice charge la fille aux cheveux violets de divertir Lady Béatrice, ce à quoi la fille acquiesce. La fille aux cheveux violets offre d'un air menaçant un cadeau à Triss, révélant un gâteau imprégné d'une aura sinistre et sombre. Halètement. Béatrice recule d'horreur, reconnaissant l'aura sinistre émanant du gâteau comme un chantrant. À une autre époque, une servante présente la boîte de gâteau à la jeune fille aux cheveux violets et à une compagne aux cheveux gris-bleu, qui toutes deux s'accordent à dire qu'ils ont l'air délicieux. Tremblement. Béatrice se souvient de la présence de sa rivale, pensant « Toi aussi tu étais là ce jour-là, Cornelia ». Sa main tremble alors qu'elle se souvient de la fausse sollicitude de Cornelia, qui complotait pour lui donner un dangereux gâteau au chantrant. Tandis que Cornelia complimente le goût de sa compagne, les pensées intérieures de Béatrice bouillonnent, réalisant que tout n'est qu'un stratagème. Béatrice se sent piégée, sachant que si elle refuse le cadeau, Cornelia trouvera un moyen de la critiquer, surtout qu'elle ne peut pas se défouler devant son père. Avec un sourire malicieux, Béatrice décide de rendre l'appareil et ordonne à sa servante d'apporter un thé spécifique qu'elle avait mentionné. Tandis que Cornelia observe avec méfiance, Béatrice prépare la contre-attaque, se rappelant que le thé qu'elle sert a été importé par un commerçant fiable et possède une saveur unique. Béatrice offre le thé à ses invités, les invitant poliment à en goûter. Ah! Cornelia pousse un petit rire condescendant. Clac. Béatrice regarde Cornelia refuser de boire, déduisant que la conscience coupable de sa rivale doit la tracasser après tout ce qu'elle a fait. PH. Cornelia se détourne avec un dédain, tandis que la jeune fille aux cheveux gris-bleu observe. Bouderie. Cornelia demande de manière passive-agressive à Triss si le thé est vraiment fiable ou simplement pas à son goût. Bonde, clac. Cornelia saute sur ses pieds, se plaignant bruyamment de n'avoir jamais vu la marque de ce thé auparavant, et de sa couleur étrange. Burke empestant la pourriture, l'odeur du thé fait reculer Cornelia dans un dégoût dramatique.
Cornelia hurle qu'elle refuse de porter le thé à ses lèvres, laissant sa compagne stupéfaite. Tandis que sa compagne, Lady Shaya, la regarde avec une expression blessée, Cornelia la réprimande pour avoir dit une chose aussi dure. Dindin, Cornelia annonce fièrement que le thé vient de la maison Alios, qu'il est parfaitement sain et qu'il a été spécialement procuré par son père de l'Est. Cornelia ajoute que son père a même nommé le thé en son honneur, révélant qu'il s'appelle Thé Shaya, ce qui laisse Lady Shaya complètement mortifiée. Déclarant qu'elle n'a jamais été autant insultée, une Lady Shaya indignée quitte la pièce en furie tandis que Cornelia l'appelle pour qu'elle attende. Maintenant seule avec Cornelia, Béatrice demande calmement pourquoi elle a refusé de boire le thé Shaya. Tourbillon, une Cornelia furieuse se retourne, son visage un masque de rage et de panique. Avec un sourire confiant, Béatrice devine que Cornelia se sentait trop coupable de ses actions passées pour boire le thé. Cornelia nie avec véhémence l'accusation, demandant frénétiquement pourquoi Béatrice déforme ses bonnes intentions. Souriant avec des yeux ombrés, Béatrice demande si Cornelia sait pourquoi elle ne peut pas manger de Chantran avant de proposer qu'elles goûtent toutes les deux le gâteau. Béatrice poursuit sa proposition glaçante, suggérant qu'elle devrait au moins goûter le gâteau, puisque Cornelia a pris la peine de l'apporter. Une Cornelia confuse ne peut que demander « Pardon ?» tandis que Béatrice est assise calmement en face d'elle. Béatrice explique froidement qu'une allergie au Chantran provoque le gonflement des voies respiratoires en 10 minutes, nécessitant un antidote en 3, et note que le médecin du domaine est opportunément en congé aujourd'hui. Elle termine sa menace en déclarant que bien qu'une personne allergique puisse mourir, cela ne concerne en rien quelqu'un comme Cornelia qui n'en savait rien. Clac. Tandis que Béatrice approche une bouchée de gâteau vers elle, une Cornelia terrifiée la supplie d'arrêter. Béatrice sourit avec une satisfaction sereine, tenant le gâteau empoisonné en l'air. La scène se déplace vers une réunion entre le père de Béatrice et ses associés, y compris Gaston, aux cheveux châtain-roux. Le père de Béatrice, son Excellence, s'adresse à l'homme aux cheveux châtain-roux sous le nom de Gaston. Son Excellence demande à Gaston s'il savait que Lady Béatrice était tourmentée par sa nourrice. L'air abattu, Gaston admet qu'il n'avait aucune idée des abus. Grimace. Gaston balbutie lorsque son Excellence lui demande s'il ressent des remords. Son Excellence se détourne, méditant à voix haute qu'il serait étrange de ne pas ressentir d'affection pour une fille aussi attachante. Scintillement, Gaston conseille à son Excellence de bien traiter Béatrice avec des cadeaux que les jeunes filles aiment, mais son Excellence répond qu'il le fait déjà. Morose. Gaston s'interroge, et son Excellence admet que Béatrice ne semble pas se soucier des cadeaux qu'il lui offre. Béatrice se moque intérieurement du goût enfantin de son père, pensant qu'il trouvait sincèrement jolies les robes flamboyantes qu'il lui achetait, même si elle les détestait clairement. Un Gaston pensif déclare qu'il sait ce que Lady Béatrice aimerait vraiment. Gaston se penche et murmure sa suggestion à l'oreille d'un Son Excellence à l'écoute. Surpris, son Excellence demande si ce que Gaston lui a dit est vrai. Gaston s'incline respectueusement, déclarant que c'est un honneur de servir une dame au cœur si beau. Un Son Excellence stupéfait assimile l'information, demandant doucement si Béatrice a vraiment dit cela. Gaston évoque l'anniversaire de la mort d'Isaac, ce qui fait marquer une pause à son Excellence. Dans un moment de tranquille réflexion, son Excellence se demande à quel point il connaît vraiment son propre enfant. Éclat. Le moment de calme est brisé par l'irruption d'un homme, criant que quelque chose de terrible s'est produit. L'homme court dans la pièce, son expression étant celle de la pure panique. Bang! Les portes de la pièce sont grandes ouvertes, signalant une urgence. L'homme rapporte que Béatrice s'est effondrée, et son Excellence regarde sous le choc, alors qu'une vision de son évanouissement apparaît. Clac! Une cuillère tombe tandis que quelqu'un crie d'indignation, exigeant de savoir ce qui se passe. Clignement. Béatrice feint l'innocence, assise devant le gâteau empoisonné, une ombrelle posée sur son épaule. Son Excellence lance un regard furieux à Béatrice, le visage déformé par la colère. Haletement, Béatrice lève les yeux, surprise, se demandant pourquoi son père est là. Saisir. Son père lui saisit le bras, lui demandant furieusement si elle a des envies de mourir. Affaissement, Cornelia gémit et s'effondre, tandis que son père se précipite à ses côtés, l'appelant par son nom. Serré. Le père de Cornelia tient sa fille, évanouie, demandant avec colère ce qui s'est passé et blâmant Béatrice de l'avoir effrayée, affirmant que Cornelia a un cœur faible. Coup d'œil. Tandis que son père affirme qu'un effondrement pourrait la tuer, Cornelia jette un coup d'œil malicieux derrière sa main, révélant son jeu. Soupir. Béatrice se lève, décidant que c'est fastidieux et qu'elle devrait simplement s'excuser pour en finir, surtout que son père est maintenant impliqué. Incliné.
Béatrice s'incline formellement, admettant avoir fait une blague de goût discutable à Cornelia. Entourée de roses rouges, elle s'excuse formellement si elle les a effrayés. Crier. Le père de Cornelia rejette furieusement son explication, hurlant que sa fille a failli mourir. Tressaillement. Alors que le père de Cornelia exige une réponse, le père de Béatrice lui barre le chemin, déclarant que puisque sa fille a appelé cela une blague, il devrait laisser passer cela ainsi. Le père de Cornelia balbutie, incrédule, mais son Excellence demande froidement ce qui se passera s'il ne le laisse pas passer. Avec une aura menaçante, son Excellence demande comment la maison Hortense expliquerait avoir offert des gâteaux infusés au chantran à un hôte, d'autant plus qu'ils savent que Lady Béatrice a failli mourir du chantran auparavant. Regard noir. Les yeux de son Excellence se plissent alors qu'il réalise avec une horreur naissante que Cornelia aurait pu réellement essayer de tuer sa fille. Tremblement. Cornelia et son père reculent de terreur, balbutiant face à l'accusation de tentative de meurtre. Fouche. Alors que son Excellence plane au-dessus du duo terrifié avec une aura puissante, Gaston se précipite, le suppliant de se calmer. Crier. Paniqué, le père de Cornelia lui hurle de se lever immédiatement. Pression. Son père force une Cornelia s'inclinant à s'excuser pour le dérangement avant de prendre congé à la hâte. Clac, la porte se ferme, et le cri étouffé de son père résonne de l'autre côté, réprimandant la folle enfant pour avoir causé des problèmes. Son Excellence se tourne vers Béatrice, lui demandant ce qui s'est passé, et s'interrogeant si le chantran était son œuvre, mais elle se tait. Haletement, il réalise que la fille d'Hortense la tourmentait, et, grinçant des dents, se souvient des fausses prétentions d'amitié du père, les voyant maintenant comme de purs mensonges. Son Excellence ordonne à Gaston d'informer le marquis Hortense qu'il n'a aucun intérêt pour le pouvoir mystérieux qu'il prétend connaître, et qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Tapoter. Il tapote doucement la tête de Béatrice, lui disant que si cela se reproduit, elle doit venir le voir au lieu de gérer seule. Fumer. Son Excellence fulmine, jurant d'arracher les crocs de cette vipère venimeuse et se maudissant d'avoir jamais fait confiance à cet homme. Béatrice réfléchit qu'elle aurait normalement été sévèrement punie pour avoir causé un tel tumulte. Elle se demande ce qui a bien pu changer. Souche. La scène transitionne alors qu'un rideau flotte au vent. Clac. Le temps a passé, et Béatrice, désormais vêtue de vêtements plus chauds, note le vent fort. Un plan d'établissement révèle le domaine enneigé. L'hiver est arrivé. Jetant un coup d'œil depuis une porte, Béatrice réfléchit à la façon dont elle a évité son père pendant 6 mois. Même s'il semble la chercher. Elle observe son père de loin, notant qu'il ne demande jamais après elle directement. Plongez. Elle se cache rapidement, effrayée que leurs regards aient pu se croiser. Elle se demande si les attentes de son père ont changé parce qu'elle semble plus astucieuse, mais se résout à ce que cela n'ait pas d'importance. Sa décision est prise. Coup d'œil. Regardant à nouveau, elle jure silencieusement de protéger la famille que son père tient tant à cœur. Clip, clop. Tandis qu'une calèche passe, elle pense que les protéger est aussi le chemin le plus sûr pour elle-même. Elle frissonne légèrement, remarquant de nouveau à quel point le vent est devenu froid. Halètement. Alors qu'un homme aux cheveux blancs-gris entre dans la pièce, Béatrice le regarde sous le choc. L'homme sourit en connaissance de cause, remarquant que l'hiver est arrivé. Béatrice le salue avec enthousiasme, lui demandant s'il a enfin trouvé Lina. Il s'excuse, déclarant que malgré tous ses efforts, il ne l'a pas trouvée. Ce qui frustre Béatrice, qui souligne sa position de chef d'une guilde d'information. Il lui demande si elle est certaine que cette fille existe, ce qui pousse Béatrice à révéler qu'elle a entendu dire que Lina est sous la protection du temple, et se demande si elle pourrait être ailleurs. Crier. Béatrice l'accuse sur la défensive de la traiter de menteuse. Il explique que les enfants aux cheveux noirs et aux yeux rouges sont extrêmement rares dans l'Empire, et malgré avoir fouillé tout le temple, ils n'ont pas pu trouver une seule fille correspondant à cette description. Béatrice se demande si Lina utilise un pseudonyme, si elle a une famille, ou si elle est même née dans l'Empire. Tressaillir. Elle admet que beaucoup de choses concernant Lina sont un mystère, et il la presse, demandant à la future dame sainte pourquoi elle est si certaine que cet enfant existe. Béatrice esquive, disant que ce n'est pas son affaire. Mais il rit, et la rassure en lui disant qu'il est de son côté. Béatrice rappelle à l'homme aux cheveux gris-blancs son vœu de la tuer si l'oracle en choisissait une autre. Mais il se contente de rayonner, lui demandant nonchalamment si elle s'en souvient. Tenant une sucette colorée, il sourit, et dit que ces derniers temps, il en est venu à espérer ne pas avoir à lui ôter la vie lui-même. La scène change pour un lumineux jour d'hiver,
où une femme aux cheveux courts et bruns s'exclame devant le beau soleil et suggère que la serre doit être douillette. La femme annonce avec enthousiasme à Béatrice que le prince héritier l'a demandé et la laisse même utiliser la serre impériale, un signe clair de son affection. Béatrice se détourne avec une expression troublée, pensant que sa réticence n'est pas de la modestie. Tandis que Béatrice marche avec sa compagne, la femme Alette, s'exclamant que son Altesse est venue la saluer. À l'entrée d'un grand bâtiment, un jeune garçon aux cheveux gris-blanc attend avec 2 serviteurs. Éclatant. Le garçon, Caïl, salue d'un sourire éclatant et accueillant, entouré d'une profusion de fleurs blanches. La scène revient au présent tandis que Béatrice lui rend son salut, demandant joyeusement à Caïl pourquoi il n'a jamais répondu à ses lettres. Sa question « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes lettres par le passé ?» résonne dans un vide sombre, soulignant son poids. Grattement. Un flashback montre une jeune Béatrice écrivant à Caïl, décrivant comment l'arrivée du printemps à Atlanta lui rappelle son foyer. En écrivant, elle songe à son père et à Caïl qui lui manque, se souvenant qu'elle lui avait autrefois promis de ne jamais l'oublier. Elle continue ses lettres au fil des saisons, priant pour sa santé au printemps et, à l'arrivée de l'été, lui demandant s'il mange bien. En automne, une Béatrice à l'air inquiet écrit sur le temps frisquet et demande si sa toux s'est améliorée. À l'approche de l'hiver, elle écrit de nouveau, exprimant son inquiétude croissante qu'il n'ait toujours pas répondu à ses lettres. Après 1 an, elle écrit désespérément une dernière fois, suppliant une réponse et disant que son inquiétude pour lui est plus forte que les routes glacées. Un carton de titre annonce un saut temporel. 1 mois après la floraison de la seconde fleur oraculaire, au domaine de Campbell. Une femme ressemblant à Béatrice est louée pour les merveilleux cadeaux qu'elle a reçus et est appelée Sainte Lina. Les servantes bavardent avec enthousiasme sur les cadeaux, disant que le donateur doit être épris de sa nouvelle fiancée, tandis qu'une jeune fille aux cheveux noirs est prise en charge à proximité. Frisson. Le visage de la jeune fille aux cheveux noirs se tord d'angoisse, tandis que Lina la regarde avec une profonde inquiétude. Reniflement. Réconfortée par ses servantes, la jeune fille aux cheveux noirs admet qu'elle n'est pas heureuse, les incitant à demander pourquoi. Lina réalise tristement que c'est parce qu'elle croit que son Altesse a déjà fait ses gestes romantiques pour quelqu'un d'autre. Oh mon! Les servantes regardent avec pitié, tandis que Lina se tient dos à elle, absorbant l'instant douloureux. Trembler. Lina tremble, trouvant affligeant de voir la douleur de l'autre fille, et se lamentant de n'avoir jamais reçu de tel cadeau elle-même. Éclatant. L'humeur de la jeune fille aux cheveux noirs s'illumine instantanément alors qu'elle lève les yeux et demande « Vraiment? Vraiment ?» Pas. Tandis que Lina s'éloigne, une servante commente que son Altesse doit la considérer comme vraiment spéciale, la qualifiant de première. La jeune fille aux cheveux noirs arrête Lina avec une expression sombre, lui demandant si elle connaît l'emplacement de la villa du prince héritier. Hésitation. Après un moment d'hésitation, Lina s'éloigne soudainement en courant. Course ! La scène revient au présent, avec Béatrice courant dans un couloir sombre, se demandant si Caïl l'a déjà oublié, elle et leur passé. Atteignant un grand bâtiment, elle appelle le nom de Caïl, remarquant une fumée âcre s'échappant de l'intérieur. Tout. À l'intérieur, un homme aux cheveux gris blancs est assis, enveloppé de fumée, et remarque que 10 ans se sont écoulés. Triste. Tout. L'homme, un Caïl adulte, sourit d'un air suffisant, ajoutant qu'il a entendu dire qu'elle était dans la capitale depuis un moment. Béatrice regarde sous le choc, se demandant si cet homme est vraiment Caïl, car il semble être une personne complètement différente. Elle l'observe, pensant qu'il ne ressemble en rien au Caïl qu'elle a connu autrefois. Caïl rencontre son regard avec une expression intense et sombre, lui demandant si elle ne le reconnaît pas, et affirmant qu'il la reconnaîtrait en un instant. Il révèle qu'il l'a imaginée tous les jours, laissant Béatrice stupéfaite, tandis qu'elle lui demande pourquoi il n'a jamais répondu à ses lettres. Un regard de réalisation naissante traverse son visage, tandis qu'elle demande ce qui est devenu clair. Tenant une carte de tarot représentant un squelette, Caïl dit qu'il comprend maintenant ce qu'elle veut vraiment de lui. Un flashback montre la même carte de tarot envoyée avec un message informant Caïl de sa visite. Balancement. Caïl se détourne, la congédiant, et disant qu'il ne portera pas plainte pour intrusion, mais elle tient bon, insistant sur le fait qu'elle a des questions. Clac. Elle l'affronte avec colère, exigeant de savoir pourquoi il ne lui a jamais parlé de l'oracle ou de leur fiançailles rompues, s'exclamant qu'elle ne savait rien. Crash, chute. Tandis que Béatrice observe avec horreur, Caïl chancelle soudainement et s'effondre, brisant une table voisine. Course C,
Elle se précipite à son chevet, criant son nom tandis qu'il gît inconscient sur le sol au milieu des débris. Une image promotionnelle représente Béatrice dans toute la parure d'une sainte tenant un bâton doré. La narration révèle que le corps de Kyle était irrémédiablement endommagé et que sa maladie avait ravagé sa santé alors qu'il gît pâle dans un lit de fleurs blanches. Dans un flashback d'enfance, Béatrice semble stupéfaite, se demandant ce qui lui est arrivé après sa mort dans sa vie passée. Béatrice se souvient avoir vu 2 enveloppes lors de sa visite et réalise que quelqu'un a dû se faire passer pour elle, envoyant des lettres avec un sceau différent. Sursaut. Le souvenir se déplace vers son enfance, où elle et un jeune Kyle se regardent, effrayés par quelque chose. Le jeune Kyle demande doucement à Béatrice si elle va bien, et quelle pensée troublante la rend si bouleversée. Dans le présent, Béatrice réalise que l'encens âcre est suspect, se rappelant que Kyle ne l'utilisait jamais enfant et se demandant si c'est lié à sa santé défaillante. Dans un flashback, une jeune Béatrice réalise que la personne ayant envoyé de fausses lettres en son nom pourrait aussi avoir envoyé l'encens empoisonné et se demande si elle a également blessé le bras de Kyle. Renifle. En pleurs, elle décide d'être prudente et de ne pas laisser le coupable s'échapper, tandis qu'un Kyle inquiet l'appelle Triss. Crie. Remarquant sa détresse, Kyle lui demande à voix haute ce qu'elle a prévu pour leur journée, essayant de la distraire. Béatrice marque une pause, réfléchissant à sa question sur leur projet pour la journée. Waouh, Kyle présente avec enthousiasme un livre qu'il a apporté, dont le titre commence par « Manière qui ». Regard. Les 2 enfants sont assis ensemble, regardant tranquillement leurs livres respectifs. Hésitant, jetant un coup d'œil par-dessus son livre, Kyle demande doucement à Triss si elle va lui dire ce qui ne va pas. Émue, Béatrice réagit avec un sursaut, débattant intérieurement si elle devrait dire la vérité à Kyle. Plouf, halte. Elle imagine dire à Kyle que quelqu'un en veut à sa vie, s'imaginant sa petite âme quittant comiquement son corps sous le choc. Secoue ou secoue. Béatrice secoue frénétiquement la tête en signe de dénégation, laissant à Kyle confus se demander ce qui se passe. Elle promet de le lui dire un jour, et quand il demande quand, elle suggère avec hésitation qu'il devra avoir grandi. Tourne, tourne. L'expression avoir grandi fait tourner la tête de Kyle, le laissant dans une confusion désorientée. Feuillette, feuillette. Désormais déterminé, Kyle se concentre intensément sur son livre, tandis que Béatrice est assise à côté, l'air légèrement ennuyé. Son livre offre des conseils de rencontre, suggérant qu'une différence de taille idéale est nécessaire pour qu'une fille le voie comme un homme. D'un renifle. Kyle s'imagine étant plus grand que Béatrice, puis pleure dans son livre avec un désespoir comique tandis qu'elle le regarde, perplexe. S'effondre. Kyle s'affale soudainement contre le canapé, et une Béatrice surprise réagit. Béatrice lui demande pourquoi il se demande soudain s'il n'est pas son genre. Mou, Kyle détourne le regard, disant avec découragement qu'il est inadéquat, mais Béatrice lui dit rapidement de ne pas dire cela. Elle le rassure, en lui disant qu'il est une personne merveilleuse, bien qu'un peu sombre parfois, et l'encourage à avoir confiance. Rayonnant touché par ces mots, Kyle rougit et lui sourit joyeusement. Tout. Son humeur change alors qu'il commence à tousser, admettant qu'il ne peut pas s'imaginer sans elle, tandis que Béatrice remarque sa toux récurrente. Il la regarde avec sérieux, lui demandant si elle sera toujours à ses côtés. Béatrice détourne le regard tristement, pensant qu'ils ne peuvent pas être ensemble après l'oracle et se demandant comment le lui faire comprendre. Elle explique que les gens doivent parfois se séparer, mais Kyle, toussant, demande ce qu'elle veut dire. Elle répond vaguement que tout peut arriver à l'avenir. Tout. Alarmée, Kyle demande si elle veut dire qu'elle pourrait le quitter. Étouffe tous, Kyle est pris d'une violente quinte de toux, crachant du sang, tandis que Béatrice hurle son nom et appelle un médecin. Fonce. Elle s'enfuit de la pièce en criant pour un médecin, laissant Kyle effondré et inconscient sur le canapé. Dans un souvenir, Béatrice se rappelle avoir pensé que dès l'instant où elle a rencontré Kyle, il est devenu tout son monde. Kyle se souvient de son enfance tourmentée, où tout dans le monde semblait lui causer de la douleur. Il se souvient de la cruauté du palais impérial, de son père, et de son propre corps fragile, tout cela ayant cherché à lui faire du mal. Mais Béatrice, souriant dans un champ de tournesol, était la seule lueur d'espoir dans sa vie. S'estompe. Alors que le souvenir s'estompe, la voix de Kyle supplie. « Ne me quitte pas, Triss. » De retour dans le présent, Béatrice se tient anxieusement devant une pièce quand sa dame de compagnie s'approche, et elle demande comment va le prince Kyle. La dame de compagnie remarque la pâleur de Béatrice, tandis que celle-ci se tracasse sur la façon dont elle pourrait bien se calmer.
Elle s'inquiète, ses pensées étant consumées par le nom de Caïl. Croas. Un corbeau noir apparaît soudainement à l'extérieur de la fenêtre, effrayant Béatrice. Éclat, frémissement. Le corbeau brise la vitre en s'envolant dans la pièce, laissant Béatrice stupéfaite. Le corbeau se dissout en un message magique, et Béatrice reconnaît qu'il vient d'Ivan, se demandant ce qui pourrait bien se passer. Tourbillon. Fonce. La dame de compagnie saisit Béatrice, l'appelant d'urgence par son nom. La femme informe frénétiquement Béatrice que sa grâce lui a ordonné de quitter le palais immédiatement. Confuse, Béatrice demande pourquoi, mais la femme de chambre ne peut que répéter que l'ordre de son père est urgent, et qu'elle doit venir immédiatement. Clip, clop. Claquement. Une calèche roule à toute vitesse, à travers une forêt enneigée et sombre. À l'intérieur, Béatrice s'interroge sur la convocation inhabituelle de son père, mais décide que la note d'Ivan est plus importante et tend la main pour la lire. Clac. Alors qu'elle ouvre la note d'Ivan, elle révèle la nouvelle choquante future dame sainte. Nous avons trouvé la fille. Crissement. Thump. La calèche s'arrête brusquement et violemment, projetant Béatrice de son siège avec un cri de douleur. Gémissement. Béatrice est allongée, étourdie, sur le plancher de la calèche après l'arrêt soudain. Grincement. La porte de la calèche s'ouvre lentement tandis que Béatrice lève les yeux, alarmée. Deux hommes menaçants, l'un tenant une torche, ricanent dans la calèche, l'un se vantant qu'ils feront fortune. L'homme porteur de torche sourit, commentant qu'elle leur rapportera gros. Frisson. Une vague de peur submerge Béatrice, alors qu'elle réalise avec horreur qu'elle est attaquée par des bandits. Le bandit costaud ordonne impatiemment à son complice barbu d'assommer Béatrice sans tarder. MMPH. D'une poussée, Béatrice est violemment réduite au silence alors qu'une main lui couvre la bouche. Tude. Alors que Béatrice gît sur le plancher de la calèche, un bandit s'enquiert de la servante. Mais l'autre la renvoie, disant qu'il n'y a pas de temps et qu'ils doivent partir. La scène se déplace vers un temple majestueux, recouvert de neige, scintillant sous un ciel clair. Murmure. Au temple, un homme aux cheveux roux maudit les prêtres. Mais le duc de Cumbel lui rappelle discrètement qu'ils sont sur les terres du temple pendant un rituel. Le duc allume une cigarette, déclarant avoir déjà répondu à leur convocation, tandis que son compagnon roux reconnaît les efforts qu'il a fournis. Murmure, murmure. Les deux hommes observent un groupe de prêtres, conversant doucement dans la cour enneigée. Chuchotis. Les prêtres discutent furtivement d'un récent développement, se demandant pourquoi cela arrive maintenant après des siècles de silence, tandis qu'un autre les presse de se taire. Le duc remarque de manière énigmatique que le duc de Cumbel est plus qu'un simple noble influent. Grincement. L'homme aux cheveux roux serre le poing de fureur tandis que la voix off du duc le qualifie de meurtrier ayant massacré d'innombrables personnes durant les guerres. Ailleurs, les prêtres discutent de la situation, se demandant si une enfant de la maison du duc est apte à l'appel, et notant que son âge la rend facile à manipuler, suggérant qu'elle soit convoquée immédiatement. Cependant, un autre propose un moyen de l'empêcher d'arriver un jour. Tandis que les prêtres s'en vont, l'un demande ce que signifiait cette sombre suggestion, mais on lui dit de simplement se taire pour l'instant. Le duc les regarde fixement, bouillonnant de rage, et les traitant de scélérats hypocrites. Tourbillon, il se retourne, jurant de leur couper la tête pour avoir osé parler de sa fille, mais son compagnon roux le saisit, l'exhortant à se calmer. Le compagnon avertit le duc que causer un tumulte attirera l'attention indésirable du roi. Le duc déclare son intention de découvrir tous les secrets que les prêtres cachent. Son compagnon suggère de prendre des mesures pour protéger Lady Béatrice, recommandant une escorte de chevaliers pour la raccompagner en toute sécurité au domaine. Le duc demande l'emplacement actuel de Béatrice et son compagnon l'informe qu'elle se trouve à la villa du prince héritier. Un chevalier se précipite, criant pour son Altesse avec de terribles nouvelles, Lady Béatrice a été enlevée. Cri, lié sur un plancher en bois, Béatrice se demande où elle est, tandis qu'une voix crie, enragée de ne jamais avoir été informée qu'elle était la sainte de l'oracle. Hors de la pièce, ses ravisseurs se disputent. L'un accuse l'autre de tromperie, tandis que d'autres proposent de prendre l'argent et de fuir l'Empire, admettant qu'ils pensaient que c'était un simple commerce d'esclaves. Un des bandits s'oppose à la fuite, se demandant s'ils sont même certains que la fille est vraiment la sainte. Halètement, le chef des bandits confirme qu'il le tient d'une source fiable, bien que ce ne soit pas encore public, ce qui fait halter Béatrice en entendant. Elle réalise que leur savoir signifie que l'oracle est enfin venu, alors qu'une vision d'un grand prêtre apparaît. Béatrice relie les points,
se souvenant que Lina a été trouvée au moment même où l'oracle est descendu et se demandant si c'était une simple coïncidence. Elle essaye de rester calme, se rappelant qu'elle était en route pour voir son père, qui enverrait sûrement des chevaliers pour la retrouver. Grimace. Sa résolution vacille alors qu'un des bandits panique, criant qu'ils vont tous mourir de toute façon. Alors qu'un bandit suggère de la retenir contre rançon, un autre lui ordonne d'arrêter de plaisanter et de garder la fille. Frisson. Une voix sinistre suggère de la tuer pour résoudre le problème, envoyant une vague de terreur absolue à travers Béatrice. Grincement. La porte s'ouvre alors que Béatrice est figée par la pensée d'être tuée. Tron. Alors qu'un homme approche, Béatrice réalise avec effroi qu'ils n'ont jamais eu l'intention de demander une rançon. Tron. Plop. Le ravisseur aux cheveux roux s'arrête devant elle puis s'effondre sur le sol, désespéré, tandis qu'elle se demande si elle est sur le point d'être tuée de sa main. L'homme aux cheveux roux se prend la tête, son visage est un masque de pure panique et de regret. Il désespère de s'être impliqué dans l'enlèvement de la Dame Sainte, gémissant qu'il n'y a pas d'issue, et qu'il n'aurait jamais dû accepter. Béatrice observe, perplexe, se demandant si son ravisseur a des doutes, et questionnant l'ironie d'un croyant qui tente de la tuer. L'homme tourmenté reste courbé, paralysé par son regret paniqué. Aïe! Boum! Il trébuche en arrière dans une chaise, incitant une Béatrice surprise à demander s'il est blessé. Béatrice, maintenant assise, regarde son ravisseur bouleversé avec une expression sereine et douce. Atteindre! Surpris qu'elle soit réveillée, l'homme se ressaisit, déclarant que le moment est venu de la tuer tandis qu'il tend la main vers son arme. Béatrice dit calmement à son potentiel tueur qu'il n'a rien fait de mal, comprenant que cela a dû être effrayant d'être mêlé à cela. Elle rassure l'homme stupéfait en lui disant qu'il n'est pas une mauvaise personne par nature, insistant sur le fait qu'elle peut voir qu'il est doux et bon. Baignée dans une lumière sainte avec des ailes éthérées, Béatrice sourit avec bienveillance et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle parle de considérer les motivations d'un méchant, mais se demande s'il n'est pas juste que seuls les pécheurs reçoivent une punition. Rayant avec un sourire radieux, Béatrice lui dit qu'il connaît déjà la réponse à son dilemme. L'homme cache son visage dans ses mains, complètement accablé, tandis que Béatrice le regarde avec pitié et dit « Oh là là, mon pauvre !» Elle lui conseille de ne pas craindre, promettant qu'un Dieu miséricordieux pardonnera sûrement ses transgressions. L'homme troublé la regarde, balbutiant « Qu'y a-t-il, Madame la Sainte ?» Atteindre. Il tend la main vers ses mains liées, proposant de lui défaire les cordes. Hochement de tête, hochement de tête. Béatrice remercie le fidèle et lui dit de continuer sur sa voie actuelle, et il hoche la tête avec ferveur, tandis que des visions d'anges l'entourent. Regardant son ravisseur converti, Béatrice lui offre un chemin à suivre, promettant que s'il écoute ses paroles, il pourra obtenir le salut. Accroupi, le compagnon du duc arrive dans une clairière enneigée et trouve les bandits vaincus, et un prince Caïl hébété, murmurant le nom de Béatrice, au-dessus de son corps inconscient. Tandis que les yeux de Caïl brillent d'une féroce lumière violette, l'homme aux cheveux roux réalise que le prince est intimement familier avec les chevaliers de la maison Kumbel.